La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Quand la belle fut éveillée, elle fit attention à ce songe qui commençait à lui paraître mystérieux, mais il était encore une énigme pour elle. Le désir de revoir son père l'emportait pendant le jour sur les inquiétudes que lui causait en dormant le monstre et l'inconnu. Ainsi, ni tranquille la nuit, ni contente le jour, quoiqu'au milieu de la plus grande opulence, elle n'avait pour calmer ses ennuis que le plaisir des spectacles. Elle fut à la Comédie-Italienne, d'où, dès la première scène, elle sortit pour aller à l'opéra, mais elle en sortit encore avec la même promptitude. Son ennui la suivait partout. Souvent elle ouvrait les 6 fenêtres plus de 6 fois chacune, sans y trouver un moment de tranquillité. Les nuits qu'elle passait étaient semblables au jour. Sans cesse dans l'agitation, la tristesse prenait violemment et sur ses attraits et sur sa santé. Elle avait un grand soin de cacher à la bête la douleur dont elle était accablée, et le monstre qui l'avait plusieurs fois surprise les yeux en pleurs, sur ce qu'elle lui disait qu'elle n'avait qu'un léger mal de tête, ne poussait pas plus loin sa curiosité. Mais un soir, ses sanglots l'ayant trahie, et ne pouvant plus dissimuler, elle dit à la bête, qui voulait savoir le sujet de son chagrin, qu'elle avait envie de revoir ses parents. À cette proposition, la bête tomba sans avoir la force de se soutenir, et poussant un soupir, ou plutôt faisant un hurlement capable de faire mourir de peur, elle répondit: Quoi, la belle? Vous voulez abandonner une malheureuse bête? Devais-je croire que vous auriez si peu de reconnaissance? Que vous manque-t-il pour être heureuse? Les attentions que j'ai pour vous ne devraient-elles pas me garantir de votre haine? Injuste que vous êtes, vous me préférez la maison de votre père et la jalousie de vos sœurs. Vous aimez mieux aller garder les troupeaux que de jouir ici des douceurs de la vie. Ce n'est point par tendresse pour vos parents, c'est par antipathie contre moi, si vous voulez vous éloigner. Non, la bête, lui répondit la belle d'un air timide et flatteur. Je ne vous hais point, et je serais fâchée de perdre l'espérance de vous revoir. Mais je ne puis vaincre le désir que j'ai d'embrasser ma famille. Permettez-moi de m'absenter pendant 2 mois, et je vous promets de revenir avec joie passer le reste de ma vie auprès de vous, et de ne vous jamais demander d'autre permission. Pendant ce discours, la bête couchée par terre et la tête étendue ne faisait connaître qu'elle respirait encore que par ses douloureux soupirs. Elle répondit en ces termes à la belle: Je ne puis rien vous refuser, mais il m'en coûtera peut-être la vie. N'importe. Dans le cabinet le plus proche de votre chambre, vous trouverez 4 caisses. Emplissez-les de tout ce qu'il vous plaira, soit pour vous, soit pour vos parents. Si vous me manquez de parole, vous vous en repentirez, et vous serez fâché de la mort de votre pauvre bête quand il n'en sera plus temps. Revenez au bout de 2 mois. Vous me trouverez en vie. Pour votre retour, vous n'aurez point besoin d'équipage. Prenez seulement congé de votre famille le soir, avant de vous retirer, et quand vous serez dans le lit, tournez votre bague la pierre en dedans, et dites d'un ton ferme: Je veux retourner en mon palais revoir ma bête. Bonsoir. Ne vous inquiétez de rien. Dormez tranquillement. Vous verrez votre père de bonne heure. Adieu, la belle. Dès qu'elle se vit seule, elle se dépêcha d'emplir ses caisses de toutes les galanteries et les richesses imaginables. Elles ne se trouvèrent pleines que quand elle fut lasse d'y mettre. Après tous ces préparatifs, elle se mit au lit. L'espérance de revoir incessamment sa famille la tint éveillée tout le temps qu'elle eût dû dormir, et le sommeil ne la gagna qu'à l'heure qu'il fallut qu'elle se fût levée. Elle vit en dormant son aimable inconnu, mais ce n'était plus le même. Étendu sur un lit de gazon, il lui parut pénétré de la plus vive douleur. La belle, touchée de le voir en cet état, se flatta de le tirer de cette profonde mélancolie en lui demandant le sujet de son chagrin. Mais son amant, en la regardant d'un air plein de langueur, lui dit: Pouvez-vous, inhumaine, me faire cette question? L'ignorez-vous puisque vous partez et que ce départ est l'arrêt de ma mort? Ne vous abandonnez pas à la douleur, cher inconnu. Mon absence, lui répondit-elle, sera courte. Je ne veux que désabuser ma famille du cruel destin qu'elle pense que j'ai subi. Je reviens aussitôt dans ce palais. Je ne vous quitterai plus. Eh, comment abandonnerais-je un séjour qui me plaît tant?
De plus, j'ai donné ma parole à la bête de revenir. Je n'y puis manquer. Mais pourquoi faut-il que ce voyage nous sépare? Soyez mon conducteur. Je remettrai mon voyage à demain pour en avoir la permission de la bête. Je suis sûr qu'elle ne me refusera pas. Acceptez ma proposition. Nous ne nous quitterons point. Nous reviendrons ensemble. Ma famille sera ravie de vous voir, et je compte qu'elle aura pour vous tous les égards que vous méritez. Je ne puis me rendre à vos désirs, répondit l'amant, à moins que vous ne soyez résolu à ne jamais revenir ici. C'est le seul moyen qui m'en puis faire sortir. Voyez ce que vous voulez faire. La puissance des habitants de ces lieux n'est pas assez grande pour vous forcer à revenir. Il ne peut rien vous arriver sinon de chagriner la bête. Vous ne songez pas, reprit la belle avec vivacité, qu'elle m'a dit qu'elle mourrait si je manquais de parole? Que vous importe, répliqua l'amant. Sera-ce un malheur si pour votre satisfaction il n'en coûte que la vie d'un monstre? Que sert-il au monde? Quelqu'un perdrait-il à la destruction d'un être qui ne paraît sur la terre que pour être en horreur à la nature entière? Ah, sachez, s'écria la belle presque en colère, que je donnerais ma vie pour conserver la sienne, et que ce monstre, qui ne l'est que par la figure, a l'humeur si humaine qu'il ne doit pas être puni d'une difformité à laquelle il ne contribue point. Je ne puis payer ses bontés d'une si noire ingratitude. L'inconnu, l'interrompant, lui demanda ce qu'elle ferait si le monstre essayait à le tuer et si l'un des deux devait faire périr l'autre, auquel elle accorderait du secours. Je vous aime uniquement, répondit-elle, mais quoique ma tendresse soit extrême, elle ne saurait affaiblir ma reconnaissance pour la bête, et si je me trouvais en cette funeste occasion, je préviendrais la douleur que les suites de ce combat me pourraient causer en me donnant la mort. Mais à quoi bon des suppositions si fâcheuses, quoiqu'elles soient chimériques? Leur idée me glace le sens. Changeons de propos. Elle en donna l'exemple en lui disant tout ce qu'une tendre amante peut dire de plus flatteur à son amant. Elle n'était point retenue par la fière bienséance, et le sommeil lui laissant la liberté d'agir naturellement, elle lui découvrait des sentiments qu'elle aurait contraints en faisant un usage parfait de sa raison. Son sommeil fut long, et quand elle fut éveillée, elle craignait que la bête ne lui manquât de parole. Elle était dans cette incertitude quand elle entendit un bruit de voix humaine qu'elle reconnaissait. Ouvrant précipitamment son rideau, elle fut surprise lorsqu'elle se vit dans une chambre qu'elle ne connaissait pas et dont les meubles n'étaient pas si superbes que ceux du palais de la bête. Ce prodige la fit presser de se lever et d'ouvrir la porte de la chambre. Elle ne se reconnaissait nullement dans cet appartement. Ce qui l'étonna davantage, ce fut d'y trouver les 4 caisses qu'elle avait préparées la veille. Le transport de sa personne et de ses trésors était une preuve de la puissance et des bontés de la bête. Mais dans quel endroit était-elle? Elle l'ignorait, quand enfin, entendant la voix de son père, elle fut se jeter à son col. Sa présence étonna ses frères et ses sœurs. Ils la regardèrent comme arrivée d'un autre monde. Tous l'embrassèrent avec des démonstrations de joie les plus grandes, mais ses sœurs au fond du cœur ne la voyaient qu'avec peine. Leur jalousie n'était pas détruite. Après beaucoup de caresses de part et d'autre, le bonhomme la voulut voir en particulier pour savoir d'elle les circonstances d'un voyage aussi surprenant et pour l'instruire de l'état de sa fortune à laquelle elle avait si grande part. Il lui dit que le jour qu'il l'avait laissée au palais de la bête, il avait été rendu chez lui le même soir sans aucune fatigue, que pendant sa route il s'était occupé des moyens de dérober ses malles à la connaissance de ses enfants, souhaitant qu'elles pussent être portées dans un petit cabinet joignant à sa chambre, dont lui seul avait la clef, qu'il avait regardé ce désir comme impossible, mais qu'en mettant pied à terre, le cheval qui portait ses malles ayant pris la fuite, il s'était tout d'un coup vu déchargé de l'embarras de cacher ses trésors. Je t'avoue, dit ce vieillard à sa fille, que ces richesses dont je me croyais privé ne me chagrinèrent point. Je ne les avais pas assez possédées pour les regretter si fort. Mais cette aventure me parut être un cruel pronostic de ta destinée. Je ne doutais pas que la bête perfide n'en agît de la même façon avec toi. Je craignais que ses bienfaits à ton égard ne fussent pas plus durables. Cette idée me causa de l'inquiétude. Pour la dissimuler, je feignis d'avoir besoin de repos. Ce n'était que pour m'abandonner sans contrainte à la douleur. Je pensais ta perte certaine. Mais mon affliction ne dura pas. À la vue de mes malles que je croyais perdus, j'augure bien de ton bonheur. Je les trouve placés dans mon petit cabinet précisément où je les souhaitais.